Merci, merci, merci. Merci tout, merci à tous. Merci à tous, à tous. Merci à tous, merci à toutes. Merci mesdames et messieurs Zimix. Merci, nous allons continuer la lecture de la Révolution russe de Volin. Nous sommes en très bonne compagnie comme d'habitude puisque nous écoutons Katcha Dorian et nous avons un chat très agréable comme chaque soir. Sachez qu'il s'agit de la dernière session de lecture puisque nous allons essayer de terminer ça ce soir. Il reste une 50aine de pages. Ça va être long. Ça va être long mais on va y arriver. Beaucoup de gens entre guillemets de gauche, même avertis, prétendent qu'il faut se taire sur ces résultats lamentables du bolchevisme. Ceci pour plusieurs raisons que voici. 1. Les bolcheviks ont été historiquement obligés de faire leur révolution. S'ils ne l'avaient pas faite, ça aurait été la réaction à brève échéance. Par la suite, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire dans un pays arriéré, au milieu des difficultés sans nombre. Cette opinion est une simple hypothèse, pas plus. Je ne la partage nullement. À mon avis, dans les conditions données, une réaction était impossible en Russie. Et si les bolcheviks, après leur prise de pouvoir, n'avaient pas arrêté et déformé le grand élan révolutionnaire, les masses laborieuses, aidées par les éléments intellectuels désintéressés, il y en avait, et surtout par les libertaires, auraient fini par accomplir la révolution sociale intégrale. En position à étatiste, comme on l'a critiqué lors de la dernière séance. C'est une hypothèse comme la première. Les événements vécus me la dictent. Il est impossible de savoir laquelle des deux est la juste, car il est impossible de savoir, entre guillemets, ce qui ne serait passé si les bolcheviks n'existaient pas, évidemment. Donc passons. 2. Donc deuxième raison pour laquelle il faudrait défendre les bolcheviks. Les bolcheviks ont tout de même accompli une tâche formidable. Ils ont démontré la possibilité de vaincre le capitalisme. Ils ont porté à se dénier un coup dur. Ils ont ébranlé le monde. Je ne partage nullement ce point de vue. Ce ne furent pas les bolcheviks, mais les masses anonymes qui accomplirent les tâches formidables. Elles ont commis ensuite cette erreur fondamentale de confier les destinées de la révolution au parti bolcheviste, à son gouvernement, à l'État. Les bolcheviks en ont profité, comme tant de politiciens et politiciennes avant eux, pour castrer la vraie révolution. Voilà la vérité. Ayant pris une part active à la révolution, d'abord dans le nord, ensuite dans le sud du pays, je pourrais remplir des centaines de pages pour démontrer, par des faits réels tirés de tous les domaines, la vaillance, la capacité, l'activité extraordinaire des masses, d'une part, et d'autre part la défaillance, l'incapacité des bolcheviks, et surtout la contre-activité méthodique, froide, implacable, criminelle, avec laquelle ils brisèrent l'élan des masses. L'écrasement du mouvement dit makhnoviste en fournit un exemple frappant et de vaste envergure. La lecture de l'histoire du mouvement makhnoviste par P. Artchinov fixerait suffisamment toute l'exteris impartiale. Là, une note de bas de page assez longue, donc je tiens à la lire. Traduit et préfacé par Volin, l'histoire du mouvement makhnoviste de 1918 à 1921 de Piotr Artchinov, apparu aux éditions anarchistes en 1924. En 2000, une nouvelle version est publiée par Spartacus, sous un autre titre, La Makhnovщina, l'insurrection révolutionnaire en Ukraine, de 1918 à 1921. Elle est augmentée d'une postface d'Hélène Châtelain, et la traduction était partiellement revue. Fin de note de bas de page. Mais, à part ce grand exemple, combien pourrait-on citer de petits faits quotidiens, banals, puisés au hasard dans les annales de la Révolution, faits de moindre importance, mais dont la signification est la même? Ce sont les masses du peuple, et non pas les bolcheviks, qui ont prouvé la possibilité de vaincre le capitalisme. Les bolcheviks n'ont rien ébranlé, entre guillemets, puisque 15 ans après leur, entre guillemets, révolution, c'est toujours la réaction qui règne partout. Pourtant, la révolution russe aurait pu vraiment ébranler le monde, entre guillemets, si elle avait abouti à un résultat complet et concret. Les bolcheviks l'en ont justement empêché. Les premières impressions, formidables entre guillemets, sur la révolution bolchéviste, impressions qui donnèrent un grand espoir et un grand élan aux travailleuses du monde entier, ne furent qu'une illusion. Comme telle, elle était dangereuse, même à cette époque. Car
Un jour ou l'autre, une illusion amène nécessairement, non pas le succès, mais la vérité sur l'insuccès, et ensuite la désillusion, le découragement, l'indifférence, l'effondrement. Si je puis me permettre une remarque, comme on l'a vu après les années 90, et donc l'effondrement des partis communistes du monde entier. C'est ce qui est arrivé déjà, dans une certaine mesure, un peu partout. Continuer à soutenir sciemment cette illusion aujourd'hui serait aggraver le danger. Car plus l'illusion dure, plus on insiste à y faire croire, plus la désillusion, le découragement, l'effondrement qui approchent fatalement seront désastreux. Je me permets cette remarque, plus dure sera la chute, dit le proverbe, enfin le proverbe d'expression. Il est grand temps, au contraire, de dire toute la vérité, de dévoiler l'illusion, de la reconnaître, de chercher à comprendre les causes de l'échec, de se consacrer et d'aider les masses à rechercher la vraie solution. L'attitude courageuse de l'écrivain Panaite Istrati dans son œuvre Vers l'autre flamme, attitude souvent incomprise, parfois blâmée, même flétrie par certains éléments, est pourtant la seule qui soit juste et digne d'une personne et d'un ou d'une révolutionnaire. Note de bas de page. Signée par l'écrivain roumain, la trilogie Vers l'autre flamme apparut en 1929 aux éditions Ryder. Seul le premier volume avait été écrit par Panaite Istrati lui-même. Le second était de Victor Serge et le troisième de Boris Souvarine. Souvarine dont on a parlé dans le dernier live. Plus ils sont grands, plus ils tombent de haut. Ah, très bien dit ça. Voline en rend compte sous le titre optimiste La vérité en marche, dans la revue anarchiste. Numéro 6, mai 1930. Troisième raison pour laquelle il faudrait soi-disant aider les bolcheviks et les soutenir. Les bolcheviks sont déjà fortement attaqués et calomniés par la bourgeoisie de tous les pays. En les attaquant à notre tour, nous avons l'air d'être de connivence avec cette dernière, ce qui prête à une confusion fâcheuse. Bonsoir Ferling, bienvenue à toi. Pour moi, la vérité prime tout, car c'est d'elle, c'est de son grand éclat que dépend en premier lieu l'issue de la gigantesque lutte engagée. Je me moque pas mal de ce que lit la bourgeoisie. Les raisons et les buts de nos attaques sont diamétralement opposés, nous n'avons qu'à l'expliquer au besoin. Tant pis pour celles qui ne voudraient pas nous comprendre, elles finiront par y arriver quand même, car tôt ou tard les bolcheviks se disqualifieront elles-mêmes aux yeux du monde laborieux. Nous aurons alors le triste avantage de pouvoir dire que nous avions raison, car ce jour-là, notre attitude droite, franche et nette nous attirera des sympathies et des forces indispensables pour la victoire de la véritable révolution sociale. Je me permets un petit commentaire, il est très optimiste parce que la chute du mur n'a fait n'a apporté que la chute de la gauche en fait, malgré tout. À cause de cette illusion qui a un petit peu emporté tout sur son passage quoi. D'ailleurs, en réalité, les bolcheviks s'entendent aujourd'hui à merveille avec la bourgeoisie de tous les pays. Même avec celle fasciste de l'Italie et de l'Allemagne. C'est écrit en 1934, hein, je tiens à le rappeler. Et elles pactisent avec elle. Donc les bolcheviks pactisent avec la bourgeoisie. Et elles passent des traités avec elle. Et elles font des affaires avec elle. Et elles prennent aussi part à ses conférences. Et elles lui rendent des visites de politesse. Et elles font avec elle l'échange de notes de félicitations et de condoléances, etc. Il est à regretter que les prolétaires de tous les pays ne réfléchissent pas assez à des faits de ce genre, car cette attitude des bolcheviks mérite bien la réflexion approfondie. Elle est une des conséquences fatales de leur erreur et de leur révolution bâtarde. Si la bourgeoisie critique le régime bolcheviste dans sa presse, c'est qu'elle ne voudrait tout de même pas de troubles bolcheviques chez elle. Et naturellement, elle met à profit les défauts et les échecs lamentables du système. Pour cela, elle n'a même pas besoin de calomnier. Je trouve au contraire qu'elle le fait assez mollement, assez paresseusement, pour de multiples raisons dont je n'ai pas à parler ici. Et quant à l'hostilité du bolchevisme pour le capitalisme, elle est de pure apparence et plutôt d'usage domestique entre guillemets. En URSS, c'est toujours une arme à effet. En dehors, cette arme s'émousse de plus en plus, car en réalité, le bolchevisme n'est qu'une variété du capitalisme. Au fait, les deux capitalismes s'entendent assez bien. Les multiples déclarations des grands seigneurs bolchevistes affirmant que, entre guillemets, les deux systèmes économiques peuvent parfaitement coexister et collaborer en étroite amitié, fin de citation, en font foi. Cette attitude du bolchevisme est 1000 fois plus suggestive, plus effective et plus significative que la coïncidence superficielle et purement accidentelle de notre critique avec celle de la bourgeoisie. Quatrième raison pour laquelle il faudrait soutenir les bolcheviks. Sans blague. Ouais, non, mais justement, c'est ce qu'il cherchait à souligner, c'est que du coup, ça prouve que c'est aussi une forme de capitalisme, parce que c'est pas si irréconciliable que ça, quoi.
Et évidemment, il n'y a rien de surprenant à ça quand on a compris que le capitalisme d'État est un capitalisme, quoi. Ah, t'es encore sous perfusion de morphine. Courage à toi, vraiment, Ellie, tout notre soutien. Donc, quatrième raison pour laquelle il faudrait soutenir les bolcheviks, selon une certaine gauche, entre guillemets. La bourgeoisie cherche toujours à détrôner la révolution russe, comme telle en son entier, qui la gêne et lui fait peur. Cette révolution est tout de même un fait formidable. Elle reste aujourd'hui le seul espoir des classes exploitées de tous les pays. En l'attaquant, nous ne pouvons arriver qu'à décourager profondément les masses ouvrières, à les détourner de toute révolution. Nous faisons ainsi le jeu de la bourgeoisie, que nous le voulions ou pas. Alors, réponse de Volin, du coup, au fait que faut pas décourager les masses ouvrières. D'abord, nous n'attaquons pas la révolution russe. Tout au contraire, nous attaquons celles qui ont momentanément, nous l'espérons, arrêté, déformé, castré cette révolution. Rien n'est plus erroné, plus faux, plus dangereux que de confondre la révolution russe avec le bolchevisme. Je crois l'avoir suffisamment démontré au cours de mon exposé. Ensuite, si aujourd'hui la bourgeoisie peut, encore et toujours, critiquer cette révolution, si d'autre part les travailleuses arrivent à en être découragées au bout des 15 années qu'elles comptent, les seuls responsables en sont les bolcheviks elles-mêmes, qui s'en prennent donc aussi à elles-mêmes. Nous n'y sommes pour rien, nous n'y pouvons rien. Enfin, en attaquant le bolchevisme en tant qu'une erreur néfaste, mortelle pour la révolution, nous ne le faisons pas à la légère, ou pour le bon plaisir de critiquer. Nous indiquons le fond de l'erreur, nous analysons cette dernière en détail et nous désignons le moyen de l'éviter à l'avenir. Nous ne poussons donc nullement les travailleuses au découragement, tout au contraire, nous les en prémunissons, car lorsque les masses se seront détournées de la révolution bolchéviste, non pas à la suite de nos critiques, mais en raison de son échec, qui éclatera un jour de façon retentissante et décisive, elles trouveront dans nos idées et dans nos attitudes un nouvel encouragement. Encore une fois, elle est trop optimiste, je trouve. Elles sauront déjà que cette révolution n'est pas la seule possible. Elles saisiront nettement le fond de l'erreur. Et elles percevront au même instant la lueur de cette, entre guillemets, autre flamme vers laquelle elles tendront alors leurs efforts. Alors là, finalement, ce texte a été écrit avant 1936, 1936 en Espagne. Pour rappel, c'était le début d'une révolution espagnole, du coup, en Espagne, mais internationale, puisqu'il y a eu plein de gens qui sont venus soutenir, et du monde entier qui sont venus soutenir, et c'était d'inspiration anarchiste, anarcho-syndicaliste pour être plus exact. Fortement anarcho-syndicaliste. Il y avait aussi des trotskistes, des marxistes en général, mais c'était majoritairement la CNT espagnole de l'époque. Et du coup, effectivement, ça aurait pu donner un autre exemple de révolution possible, mais on va pas revenir là-dessus. T'es hospitalisé à la maison, d'accord. Je viendrai dingue sans les lives, ok. Bah tant mieux, heureusement que ça peut aider des gens à passer le temps. Déjà, moi-même, ça m'aide à passer le temps, parce que je vois... Enfin, je suis pas dans ton cas, bien sûr que non, je compare pas. Je dis juste que, bah... Je suis dans mon appart et je vois personne. Enfin non, j'exagère, je vois des gens, mais c'est assez rare. En plus de ce qui vient d'être écrit, il existe une raison suprême pour laquelle toute la vérité sur le bolchevisme doit être affirmée. Que dis-je, inlassablement, implacablement criée à travers le monde par tous celles et toutes celles qui la connaissent. Nous vivons en pleine époque révolutionnaire. Or, même au sein de telles époques, celle-ci est exceptionnelle. En effet, d'après de nombreux indices, le gigantesque bouleversement qui commence sera, cette fois, fondamental, complet et définitif. Il aboutira, en fin de compte, non pas à un simple remaniement partiel des rapports économiques et sociaux, comme ce fut le cas dans les révolutions précédentes, mais à un changement des bases mêmes de la société humaine. Cette fois, il s'agira vraisemblablement non pas d'une nouvelle répartition des privilèges et des biens, laissant intacte l'exploitation des masses et le système de répression politique, mais bien de l'abolition totale de toute exploitation des êtres humains sur les autres êtres humains, et de toute autorité politique. Selon toute probabilité, il s'agira cette fois enfin de l'émancipation intégrale de l'espèce humaine. Et j'aimerais dire rajouter du vivant en général, parce qu'il n'y a pas que les êtres humains sur Terre qui vivent et qui souffrent. Cette nouvelle substance de la révolution, sans précédent, exigera de nouveaux procédés, de nouvelles méthodes, toute une nouvelle psychologie, fait qui est souvent oublié, nous tenons entre parenthèses, par celles qui analysent les événements. Le processus de cet immense changement sera long, laborieux et pénible. Durant une bonne partie du chemin, il y aura des égarements, des erreurs, des défaillances, des culbutes, des arrêts, des reculs.
Tous ces accros, tous ces trébuchements serviront d'expérience, de leçon, et c'est à force de ces expériences, surtout, que les masses apprendront le vrai chemin menant au but. Mais pour que les expériences négatives soient utiles, pour qu'elles puissent servir de leçon, pour qu'elles permettent d'atteindre dans un minimum de temps et avec le minimum de souffrance et de victimes le succès final, il existe une condition essentielle, indispensable. Il faut que tout égarement, toute faute, toute erreur d'importance puisse être rapidement repérée, signalée, reconnue, largement discutée et réparée. Une négligence, une faiblesse à cet égard pourrait avoir des conséquences très graves pour la révolution. Pourrait même lui être fatale. Or, cette condition sine qua non en exige une autre, non moins indispensable. En effet, pour qu'une erreur puisse être relevée, discutée et corrigée à temps, il faut qu'elle ne soit pas voilée, cachée, étouffée. Il faut que dès le début et durant toute la révolution, toute erreur soit carrément avouée et la vérité hautement affirmée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'autocritique en fait. C'est moi qui le dis, entre parenthèses. C'est en partie pour cette raison que la liberté d'opinion, de parole et d'action est si précieuse et que la dictature est impuissante. Fin de parenthèse de Voline. Dans la grande révolution sociale, dans cette œuvre immense et compliquée, intéressant des millions d'êtres humains, œuvre où les erreurs doivent être nombreuses et qui, cependant, devra aboutir non pas à un nouvel égarement, mais au vrai but, au résultat intégral et définitif, une sincérité absolue, une franchise entière sont de rigueur. La vérité entière, vérité de partout et de tout instant, doit constamment éclairer le chemin de la révolution sociale, pour que ces erreurs puissent être liquidées et ces expériences négatives utilisées. Dans les conditions historiques données, dans l'ambiance sociale actuelle, l'égarement politique, État, gouvernement, etc., est presque fatal au début de la révolution. Il est d'une gravité extrême, et il n'y a que nous, les anarchistes, pour le signaler, pour crier au danger. Autocritique comme en Chine dans les camps de rééducation de la révolution. Non, absolument pas, évidemment, c'est pas le même genre d'autocritique. L'autocritique, si c'est forcé, c'est pas l'autocritique en fait. En fait, dans la Chine, c'est sympa que tu puisses dire ça, ça me permet de faire une nuance, évidemment. L'autocritique, dans la Chine de Mao, c'était tu as critiqué, c'est toi, tu as critiqué le parti tout puissant, donc critique-toi toi-même parce que c'est pas bien ce que t'as fait. Ça veut dire que t'étais dans l'erreur. Tandis que là, évidemment, c'est l'autocritique dans le sens être capable d'admettre ses erreurs pour pouvoir évoluer. Non, évidemment, autocritique dans le sens être capable de se critiquer soi-même, mais pas que ce soit forcé par un état ou par un chef. Capable de se critiquer soi-même et de reconnaître ses erreurs, tout simplement. C'est vrai que le terme autocritique, il fait vachement connoté Mao, et c'est pour ça qu'on l'utilise de très peu, en fait. Parce que c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, évidemment, la Chine de Mao, toutes les critiques là qu'on est en train de lire sur l'URSS, bah, elle s'applique aussi à la Chine de Mao, hein. Et puis même la Chine d'aujourd'hui, elle est dictatoriale, etc., etc. Elle est capitaliste, etc., etc. Oui, je devrais plus dire autocritique, enfin, je devrais dire juste dire capacité à reconnaître ses erreurs, tout simplement. L'humilité aussi, voilà, c'est un bon terme. Si on force les gens à être humbles, bah c'est plus de l'humilité, c'est juste une dictature, quoi. Et puis si c'est les gens qui te forcent à être humble, ça veut dire que ces personnes-là se posent comme supérieures à toi et du coup sont elles-mêmes pas capables de s'autocritiquer, puisque enfin voilà, bref, on rentre dans plein de paradoxes et tout. Forcer l'autocritique, c'est comme ce serait comme faire des injonctions impossibles aux gens, genre soit prête pour l'examen de demain, tu vois. C'est pas possible de dire ce genre de choses là aux gens, c'est paradoxal, ouais. Bref, mais bonne remarque, ça permet de me corriger en fait. Là pour le coup, là je viens de faire l'autocritique. Bref. Revenons au bolchevisme. Incontestablement, il est un fait historique et mondial d'une immense portée. Mais quel est son vrai sens historique? Quelle est son, entre guillemets, utilité? Nous affirmons que, justement, le bolchevisme n'est autre chose qu'un égarement politique survenu au début de la révolution sociale mondiale. Donc, une expérience négative. Nous estimons que le seul sens historique du bolchevisme est de démontrer aux masses laborieuses de tous les pays, une fois pour toutes et d'une façon palpable, incontestable, définitive, le péril du principe politique étatiste, gouvernemental, pour la révolution sociale. Nous considérons que la seule utilité, entre guillemets, du bolchevisme est d'avoir donné aux masses de tous les pays, dès le début de la révolution sociale, cette leçon pratique indispensable, leçon d'une vaste envergure, d'une longue durée et d'un fini parfait, comment il ne faut pas faire la révolution. Jadis, en Russie,
La légende du tsar fut tuée, en définitive par le tsar lui-même, par cette expérience négative, entre guillemets, du 9 janvier 1905, entre parenthèses, ce qui permit ensuite de faire facilement la révolution anti-tsariste lorsque le bon moment arriva. Fin de parenthèse. De même, aujourd'hui, la légende étatiste, la légende de la dictature, sera tuée par les étatistes, par les dictatrices elles-mêmes, par cette autre expérience impressionnante, formidable de la révolution russe, expérience qui, avec ses résultats négatifs évidents, palpables, déblayera le chemin et préparera le terrain à la véritable révolution sociale mondiale. Ainsi, pour que les masses apprennent la bonne méthode, il leur faut une bonne leçon expérimentale. Ces sortes de leçons historiques constituent, sous certaines conditions d'ensemble, leur principale éducation. Mais pour que les masses des autres pays puissent, en temps important, tirer parti de cette leçon, il est indispensable que toute la vérité sur les bolchevismes, sur sa véritable nature, sur ses actes néfastes, sur ses résultats lamentables et sur son échec de plus en plus net, soit affirmée sans retard ni ménagement, soit étalée au grand jour, illustrée, expliquée, commentée. Telle est la raison suprême qui nous oblige de dire sur le bolchevisme toute la vérité, quelque cruelle qu'elle soit pour celles qui se laissent bercer par des illusions. Nous sommes convaincus que tel est notre devoir sacré. L'impuissance créatrice, la trahison, comme s'exprimèrent jadis les marins de Kronstadt, et le despotisme inouï du gouvernement bolchéviste provoquèrent-ils des réactions dans le pays? Certes, oui, et ceci dans deux sens diamétralement opposés. D'une part, comme la lectrice sait, deux mouvements contre-révolutionnaires très vastes et très graves, mouvements qui à un moment donné présentèrent une menace extrêmement sérieuse pour le pouvoir bolchéviste, s'étaient formés dans le sud en 1919 et 1920. Les premières résistances à la révolution, en 17 et 18, résistances tout à fait locales et assez anodines, malgré leur acharnement, étaient plus ou moins naturelles. Comme toujours, certains éléments purement réactionnaires se dressèrent contre la révolution et tâchèrent de la combattre. Une majorité écrasante des ouvriers et ouvrières, de la paysannerie et de l'armée, était à ce moment pour le nouvel ordre ces résistances furent rapidement et facilement brisées. Ah oui, non d'accord, excusez-moi, j'avais pas compris ce que je venais de dire, excusez-moi, je reprends. Si par la suite la révolution avait su se montrer réellement puissante, juste, féconde, si elle avait pu résoudre convenablement ces grands problèmes, tout se serait certainement borné à ces quelques batailles éparses, et la victoire ne serait plus menacée. Mais, comme nous l'avons dit, le bolchevisme défigura et castra la révolution. Il la rendit impuissante, inutilement et stupidement violente, stérile, lugubre. Il désillusionna, il irrita, il dégoûta rapidement les vastes couches de la population. Nous avons déjà vu de quelle façon il jugula l'ouvriera. Je sais pas si on dit ouvriera. Bon, je vais dire ouvriera pour être plus inclusive. Voilà un peu tout le monde. Comme je dis paysannerie pour éviter de dire paysan et paysanne. Son action de violence et de terreur étatiste contre les masses paysannes, nous en parlerons plus bas, aboutit à dresser ces dernières contre lui. N'oublions pas que dans toutes les révolutions, le gros de la population reste d'abord neutre, hésite, attend les premiers résultats. Il est toujours nécessaire qu'une révolution puisse se justifier, entre guillemets, le plus rapidement possible. Sinon, toute cette population neutre se détourne de l'œuvre révolutionnaire et lui devient hostile. Elle commence à sympathiser avec les mouvements contre-révolutionnaires, elle les soutient et les rend beaucoup plus dangereux. Telle est la situation lors des bouleversements de grande envergure qui touchent aux intérêts des millions d'êtres humains, qui modifient profondément les rapports sociaux et qui se font au moyen de grandes promesses de satisfaction. Cette satisfaction doit venir vite. Dans le cas contraire, la révolution affaiblit et la contre-révolution reçoit des ailes. Reçoit des ailes? Ah oui, se voit pousser des ailes, ça doit être ça l'expression. Ajoutons que beaucoup de ces éléments neutres sont indispensables pour la bonne marche de la révolution, car ils comprennent un grand nombre d'êtres humains, de personnes, d'élites, de techniciens et techniciennes, de gens du métier, de travailleuses qualifiées de toute espèce, de spécialistes, d'intellectuels, etc. On appellerait aujourd'hui la classe moyenne en fait, voire la classe moyenne sup ou petite bourgeoise. Tout ce monde qui n'est pas précisément hostile à la révolution se tournerait entièrement vers elle et l'aiderait puissamment avec enthousiasme si elle arrivait à inspirer à ces gens une certaine confiance, à leur faire sentir ses capacités, ses perspectives et ses possibilités, ses avantages, sa force, sa justice.
Dans le cas contraire, tous ces éléments deviennent franchement ennemis de la révolution, ce qui porte à cette dernière un coup très sensible. Or, il est certain que les masses laborieuses, exerçant elles-mêmes avec l'aide libre des êtres humains d'élite déjà révolutionnaires, l'activité libre saurait entamer rapidement la vraie solution des problèmes, saurait arriver à des résultats probants, et partant, saurait rassurer, enthousiasmer et enrôler les 10 éléments. La dictature, impuissante, hautaine, stupide et méchamment violente, n'y arrive pas, et les rejette de l'autre côté de la barricade. Le bolchevisme ne sut nullement, entre guillemets, se justifier. Comme nous l'avons vu, le seul grand problème qu'il réussit à résoudre, tant bien que mal, et encore sous la poussée irrésistible de l'armée elle-même qui refusait de combattre, fut celui de la guerre. Ce succès, la paix acquise, lui valut la confiance et des sympathies durables de vastes masses populaires. Mais ce fut tout. Son impuissance économique, sociale et créatrice en général, se fit vite sentir. La stérilité de ses moyens d'action, procédés gouvernementaux, absolutistes, étatistes, etc., se révéla presque au lendemain de sa victoire. Les bolcheviks, ainsi que leurs sympathisants et sympathisantes, aiment parler de difficultés terribles, entre guillemets, que le gouvernement bolcheviste eut à surmonter après la guerre et la révolution dans un pays tel que la Russie. C'est en raison de ces difficultés que l'on cherche à justifier certains procédés bolchevistes, entre autres la politique agraire et le soi-disant, entre guillemets, communisme de guerre. C'est des dernières années post-révolutionnaires. Or, ayant vécu les événements, j'ai la certitude absolue, 1. Que les procédés néfastes du bolchevisme provenaient non pas des difficultés rencontrées, mais de la nature même de la doctrine bolcheviste. 2. Que ces difficultés avaient surgi justement parce que le gouvernement se mit dès le début à étouffer la libre activité des masses. Et 3. Que ces difficultés, si elles avaient existé quand même, auraient été liquidées 1000 fois plus simplement et plus facilement par la libre action des masses. Plus les difficultés étaient grandes, plus il fallait justement recourir à la libre initiative, à l'activité autonome du peuple. Or, nous le savons, le gouvernement bolchéviste accapara tout. L'idée, l'initiative, les moyens et l'action. Il s'installa en dictateur, entre guillemets, du prolétariat, il subjugua les masses, il étouffa leur élan. Et plus les difficultés étaient grandes, moins il permettait au prolétariat d'agir indépendamment. Entre parenthèses, les autorités bolchevistes ne disparaissaient, en laissant la place libre à l'action du peuple, qu'au moment où elles étaient prises au dépourvu par une offensive contre-révolutionnaire, donc au moment d'un danger imminent, d'une panique dans leurs rangs. Maintes fois et en maints endroits, les masses abandonnées ainsi à elles-mêmes sauvèrent la situation. Aussitôt après, les bolcheviks réapparaissaient avec leurs forces armées et reprenaient fièrement leur trône et leur knout. Fin de parenthèse, et je vais voir sur internet ce que veut dire le mot knout. Knout désigne le fouet utilisé par l'Empire russe pour flageller les criminels et délinquants politiques. Par métonymie, il désigne également le supplice. Figurativement, le knout désigne une situation tyrannique. D'accord. Rien d'étonnant que le bolchevisme ne sut faire face normalement aux difficultés, provoquées en grande partie par lui-même, et qu'il fut acculé au langage des mitrailleuses, ce qui ne fit que souligner son impuissance réelle. Dans les grands bouleversements sociaux, il n'y a pas de milieu. C'est soit l'entière et bienfaisante liberté des masses, qui seule peut l'emporter définitivement et achever la révolution, soit la néfaste dictature qui s'impose et qui l'étouffe. Achever au sens de réussir, aboutir. Je pourrais citer nombre de cas typiques qui confirmeraient mes dires. À tout instant, et sur toute l'étendue du pays, l'ouvriérat des villes voulait, par exemple, prendre de leur chef certaines mesures pour faire marcher les usines menacées d'arrêt, faute de combustible ou de matières premières. Ou bien l'ouvriérat cherchait des moyens de s'assurer et d'organiser l'échange avec la campagne. Ou encore les organisations ouvrières prenaient une initiative pour faire face à telle ou telle autre difficulté, pour améliorer un service défectueux, pour redresser une situation chancelante, pour réparer des erreurs, pour combler des lacunes, etc., etc. Systématiquement et partout, les autorités bolchevistes interdisaient aux masses toute action indépendante, tout en étant elles-mêmes le plus souvent incapables d'agir utilement et en temps opportun. J'ai cité ailleurs, donc dans l'encyclopédie anarchiste, dit la note de bas de page, et dans une autre suite d'idées, un cas qui eut lieu à l'ancienne usine Nobel à Petrograd, où le gouvernement préféra fermer l'usine plutôt que de permettre à l'ouvriérat de se procurer des matières indispensables. Il faut multiplier ce cas au moins par 1000 pour se faire une idée du véritable état des choses. Voici un autre exemple tiré d'un domaine différent. En 1918, j'ai travaillé pendant quelques semaines à la section de l'instruction publique d'un soviet, dans une petite ville de province.
J'étais chargé de faire marcher un organisme spécial destiné à l'instruction des adultes, dit culture prolétarienne. Fidèle à mes principes, j'ai fait mon possible pour éveiller l'initiative de la population laborieuse de la localité, me bornant à l'intéresser, à l'entraîner et à l'aider. Les résultats dépassèrent toutes mes prévisions. Des dizaines de personnes sorties du sein du peuple s'enthousiasmèrent à la tâche et se mirent à travailler avec une telle ardeur et aussi une telle dextérité, avec une telle richesse d'idées et de réalisations qu'il ne me restait plus qu'à combiner et à coordonner leurs efforts. Bientôt, la population entière s'intéressa à notre œuvre. Mais les autorités locales envoyèrent leur rapport au centre, à Moscou. On y comprit tout de suite que j'agissais d'après mon libre entendement, que tous et toutes nous œuvrions librement, sans tenir compte des décrets et des ordres de Moscou. Un beau jour, je commençai à recevoir de là-bas, coup sur coup, de gros paquets bourrés de décrets, de règlements, de prescriptions, d'ordres formels. Je fus sommé de m'en tenir strictement au texte de toute cette paperasserie stupide, à ces ordres impossibles, irréalisables, meurtriers. DMTC, si tu travailles dans la fonction publique, dans les services publics et tout. Après une courte résistance inutile, je dus partir, ne voulant pas me plier, sachant bien que l'exécution des ordres de Moscou allait tuer l'œuvre entreprise. Je pris la lectrice de noter que je me tenais très loyalement à mes devoirs professionnels, sans jamais faire allusion à mes idées anarchistes. Il ne s'agissait là nullement d'une propagande entre guillemets subversive quelconque. Il n'en fut jamais question. Tout simplement, le centre n'admettait pas qu'on pût ne pas suivre aveuglement ses prescriptions. Mon successeur, fidèle serviteur de Moscou, appliqua à la lettre les règlements du centre. Quelques semaines après, tout le monde déserta. L'organisme qui, récemment encore, était en pleine vie, devint rapidement un cadavre et disparut. J'ajoute que, quelques mois plus tard, cette entreprise de culture prolétarienne, entre guillemets, échoua lamentablement sur toute l'étendue du pays. Partout, dans tous les domaines, c'était pareil. On devait se plier aux ordres ou s'écarter. Encore un exemple. Le Soviet, déjà une filiale du gouvernement à ce moment-là, d'une des villes dans le midi du pays, s'avéra impuissant à résoudre certains problèmes économiques locaux de grande urgence. L'ouvrière de quelques usines... excusez-moi, j'ai des bulles d'air qui ressortent. En 1918 et 1919, une pareille tentative était encore possible, demandèrent à la présidence de ce soviet l'autorisation de s'occuper eux-mêmes, l'ouvrière lui-même, des 10 problèmes, de créer les organismes appropriés, de grouper autour de lui tous les ouvriers et ouvrières de la ville et d'agir de leur chef sous le contrôle du soviet. Au final, ils furent sévèrement réprimés et menacés de poursuites pour leurs gestes désorganisés, entre guillemets. Comme le voit le lectoris, les soviets locaux agissaient à l'instar des autorités de Moscou. À l'approche de l'hiver, plusieurs villes manquaient de combustible. Les autorités n'avaient pas fait le nécessaire pour s'en approvisionner à temps. Souvent, l'ouvrière proposait d'entrer en relation avec la paysannerie des environs pour que ces derniers abattent et fournissent du bois. Invariablement, les soviets interdisaient à l'ouvrière de le faire en marge des établissements administratifs. Et invariablement, ces derniers n'arrivaient pas à le faire en temps opportun. Comme résultat, ou les villes restaient sans combustible, ou ce dernier était payé fantastiquement cher, car le travail devenait très pénible et les routes impraticables à partir du mois de septembre. Je rappelle qu'on parle de la Russie quand même. Donc certains endroits sont très très rudes en hiver. C'est moi qui dis tout ça. Parfois aussi, on obligeait la paysannerie de fournir du bois tout simplement par ordre militaire. Je pourrais couvrir des dizaines de pages d'exemples de ce genre puisés au petit hasard dans tous les domaines de l'existence. Production, répartition, transport, commerce, etc. Partout c'était la même chose. Les masses n'avaient aucun droit d'agir de leur propre initiative, et les administrations se trouvaient constamment en faillite. Les villes manquaient de pain, de viande, de lait, de légumes. La campagne manquait de sel, de sucre, de produits industriels. Des vêtements pourrissaient dans des stocks des grandes villes, et la province n'avait pas de quoi s'habiller. Désordre, chaos, incurie, impuissance partout et en tout. Le résultat psychologique d'un tel état de choses est facile à comprendre. Peu à peu, les masses se détournèrent du bolchevisme. Le mécontentement grandissait de jour en jour. Le mécontentement servit de base à de vastes mouvements contre-révolutionnaires et les alimenta.
La réaction en profita avec empressement. De grandes campagnes armées prirent pied, ourdies par les classes privilégiées, vaincues, soutenues par la bourgeoisie des autres pays, dirigées par des généraux de l'Ancien Régime. Et là, il y a une petite pause dans le chapitre, je vais en profiter.